demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. La masse qui nous attend demain, cette masse demande autre chose que le bien de vote aujourd'hui. C'est le pain, c'est le progrès. Il faut que nous puissions construire cette nation. Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette est placée au Zaïre? Car la libération du Zaïre représente la possibilité pour tous les autres pays d'Afrique de pouvoir enfin se développer. Qu'en dépit de complots visant sa déstabilisation et sa balkanisation, la République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960. Merci de votre fidélité à Télé 7, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal rétrospectif de la semaine qui s'achève. D'abord, retenez que le 16 et le 17 janvier dernier, la communauté nationale s'est souvenue de ses héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Les Congolais ont été invités à imiter leur exemple en vue de défendre le pays. Les églises et autres communautés chrétiennes non en règle doivent bien se tenir. L'inspecteur provincial de la police nationale, ville de Kinshasa, vient d'être chargé de fermer toutes ces églises qui fonctionnent sans personnalité juridique. C'était au cours d'une réunion tenue la semaine dernière. C'était donc à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et enfin, le ministre de l'Intérieur qui a séjourné au Katanga, Richard Mouye-Gemongé-Zemans, était allé s'enquérir de la situation sécuritaire volatile qui prévaut dans cette province. Il a conféré avec toutes les autorités de cette province cuprifère pour que la paix revienne dans cette partie du pays. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'ossature de ce journal et bienvenue à tous. D'abord, cette information qui nous vient du Nord Kivu. L'attention est donc retombée ce dimanche 19 janvier à Saké, dans les territoires de Massissi, à 25 km seulement au sud de Goma, dans la province du Nord Kivu. Des coups de feu avaient donc retenti pendant la nuit, sémant la panique au sein de la population. Selon les responsables locaux, un échange de tirs a eu lieu entre une patrouille de la police nationale et des bandits armés qui s'attaquaient à des habitations. Aucune perte en vie humaine n'est donc à déplorer, indiquent donc les mêmes sources. Et puis, le premier coup de feu ont été entendus à Saké aux environs des 20 heures au niveau du poste de péage routier proche de la mosquée de cette cité. Ces détonations ont créé donc la panique au sein de la population qui a cru à une nouvelle incursion d'hommes armés dans la cité. La MONUSCO se dit prête à attaquer les FDLR comme tout autre groupe armé qui résiste encore à l'est de la République démocratique du Congo. Pour le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, le général Abdallah Wafi, les FDLR sont donc différents des groupes armés, autres groupes armés bien sûr, car ils vivent avec leurs femmes et enfants. Il faudrait plutôt une bonne stratégie de traque pour éviter que les civils ne soient donc touchés. Il est donc au micro de Mariam Boya et Cédric Kidimbu. La force de la MONUSCO continue ses opérations contre les FDLR. Mais encore une fois, je crois que sur la question des FDLR, il faudrait préciser un certain nombre de choses. Les FDLR ne sont pas un groupe militaire organisé comme par exemple le M23 ou même l'ADF. Les FDLR sont des groupes militaires qui vivent avec femmes et enfants dans des campements, dans des zones souvent difficiles d'accès. Les opérations contre eux ne peuvent pas prendre
la même forme que par exemple contre le M23 ou contre l'ADF, au risque de s'en prendre à des femmes, à des enfants et d'avoir des victimes collatérales importantes. C'est pour cela que nous, avant de lancer ces opérations, nous avons besoin d'avoir des renseignements précis et par rapport à cela, nous avons demandé la coopération, la collaboration de tous ceux qui peuvent nous aider à identifier là où se trouvent. Donc encore une fois, nous continuons nos opérations contre les FDLR, mais nous ne pouvons pas entreprendre les mêmes types d'opérations avec des hélicoptères d'attaque pour attaquer des camps avec des femmes et des enfants. Toujours à propos de la mission de l'ONU en République démocratique du Congo, cette mission s'inquiète de la situation sécuritaire volatile qui prévaut dans certaines provinces du pays. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Congo confirme la présence effective des ex-rebelles du M23 sur le sol congolais. Le général Abdallah Wafi appelle donc tous les pays voisins de la République démocratique du Congo à respecter la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il l'a dit au cours du point de presse hebdomadaire de la MONUSCO mercredi dernier en son quartier général. Encore une fois, Mariam Boya et Cédric Kidimbu pour le reportage. Pour nous, le M23 n'existe plus en tant que tel. Si demain il y a des résurgences de groupes armés à partir de dans cette zone, ou se revendiquant de ce groupe armé, tout le monde saura d'où ils viennent et qui les a armés. C'est avec un temps ferme que le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des questions de l'Est de la République démocratique du Congo, le général Abdallah Wafi, exprime son indignation vis-à-vis de pays qui soutiennent les rebelles en violation de la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il fustige le comportement d'un des chefs rebelles de l'ex-M23 qui circule librement en Ouganda. Il est en train de se promener dans cette zone-là, il devrait être arrêté, c'est un criminel de guerre, il est recherché, il y a eu des mandats d'arrêt contre lui, il y a eu des demandes de transfert, il y a eu des engagements dans les accords. Il faut que tous les États respectent les engagements. La situation humanitaire est précaire à Bouloumassi, au Bas-Ouélé, suite à des attaques attribuées à la LRA. La situation sécuritaire reste volatile au Katanga, où plus de 30 000 personnes déplacées vivant dans la région dénommée le Triangle de la Mort se seraient déplacées vers d'autres localités, comme l'explique Sylvestre Toumba Moudingaï. Cet afflux de personnes est une menace pour la sécurité alimentaire de la communauté locale. Sur le plan sanitaire, le centre de santé de Bouloumassi, limité en termes de médicaments et de personnel soignant, ne pourrait garantir la prise en charge médicale. Par ailleurs, les mauvaises conditions d'hébergement exposent les personnes vulnérables, femmes et enfants particulièrement, à diverses maladies. Des sources humanitaires, 40 personnes sont décédées au cours de 3 dernières semaines par manque de prise en charge médicale. Par ailleurs, la MONUSCO dit soutenir le gouvernement dans sa lutte pour la restauration et l'extension de l'autorité de l'État dans les zones affectées par les conflits. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur qui a séjourné dans la province du Katanga, Mouyej Manguézéman, s'était allé en personne évaluer la situation sécuritaire avec les autorités de cette partie du pays après les tristes événements du 30 décembre dernier. Plusieurs réunions ont été organisées à l'intention des responsables des services de sécurité. Richard Mouyej, ministre de l'Intérieur, a également annoncé le renforcement de la police nationale en équipement et en hommes. Il a demandé aux autres groupes ou aux autres membres de la société, bien sûr, de rester vigilants et surtout de dénoncer toute tentative de déstabilisation de la province. C'est un reportage de nos confrères du ministère de l'Intérieur. Depuis son arrivée à Lubumbashi le samedi 11 janvier 2014, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières ne cesse de multiplier des réunions avec les autorités provinciales, politiques civiles et des services de sécurité. À la réunion présidée en présence du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Antoine Gabriel Kingokumwanza, du gouverneur de province Moïse Katumbi Chapoué, Richard Mouyej Manguézéman a attaqué les taureaux par ses cornes, décelé le vrai problème de l'insécurité au Katanga et proposer des solutions durables, notamment renforcer en équipement et en hommes les éléments de la police nationale congolaise et de l'armée. Nous avons dit que l'insécurité caractérisait notre province depuis quelque temps. Et donc, tous ensemble, nous pensons qu'il faut nous mobiliser pour que
cette situation puisse redevenir à la normale et que la paix puisse finalement être le vécu de toutes ces personnes qui ont voulu vivre au Katanga. Nous avons dit que nous allons une fois de plus sensibiliser, mais en même temps que la sensibilisation va continuer, en même temps aussi on va, n'est-ce pas, lever le bâton pour que ceux de nos frères qui ne veulent pas arrêter d'insécuriser nos sœurs, nos mamans dans les villages puissent être frappés avec la dernière énergie. D'autres questions liées à la marche de la province, la rétrocession à la source de 40%, telle que recommandée par la Constitution, volonté exprimée également lors des concertations nationales, l'organisation des élections locales pour la mise en œuvre effective de la décentralisation ont tenu en haleine les participants à cette réunion de sécurité élargie à la société civile du Katanga et d'autres forces vives de la province. C'est ainsi que des dispositions, on a renforcé des mesures, on a pris des dispositions de telle sorte que nous puissions être en mesure de pouvoir sécuriser la population et leurs biens. A noter que les événements survenus à Lubumbashi, Kolwezi et Kalemie le 30 décembre 2013, ainsi que les attaques à répétition des groupes armés Mai Mai, le fameux Bakatakatanga, ont également dominé les échanges. Revenons à Kinshasa. Après le Koulounan, les églises sont donc en ligne de mire du général Célestin Kanyama. Il a reçu mission à partir de mercredi dernier du ministère de la Justice de traquer toutes les églises qui fonctionnent sans personnalité juridique. La liste présentée par le secrétariat à la justice reprend un peu plus de 1591 églises non en règle. Cette mesure vise tout d'abord la ville de Kinshasa. C'était au cours d'une réunion présidée par le vice-gouverneur de Kinshasa à l'hôtel de ville et les églises concernées doivent vite se mettre en ordre. Jemima Mogo et Fiston Bouini pour le reportage. Après l'opération Likofi, les autorités urbaines s'attaquent désormais aux églises non en règle qui opèrent sur l'étendue de la ville de Kinshasa. Au cours de cette réunion présidée par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, le secrétaire général du ministère de la Justice présente la note circulaire qui reprend plus de 1591 groupes de prière qui fonctionnent sans personnalité juridique. Elles doivent toutes fermer leurs portes. Je viens de lui remettre la liste de ces 1591 groupes qui n'ont pas de personnalité juridique, mais qui œuvrent dans la ville-province de Kinshasa. Lui, en tant qu'autorité de la ville, ainsi que notre numéro 1, de la sécurité aussi de la ville, pour qu'il prenne des dispositions utiles pour suspendre les activités de ces groupes. Celui qui se sent un peu touché, qu'il vienne régulariser sa situation. Une fois la situation régularisée, on saura comment communiquer à l'autorité de la province ainsi qu'à l'autorité de la police qui est à mes côtés ici. Le ministère de la Justice demande aux concernés de se conformer dans le meilleur délai avant que cette décision ne devienne exécutoire. Dans un autre registre, les Nations Unies ne veulent pas rater quelque chose en rapport avec l'organisation des élections en République démocratique du Congo. Profitant dès son séjour à Kinshasa, la capitale de la RDC, Mary Robinson s'est dit donc surprise de progrès récemment réalisés au niveau national à travers la préparation d'une feuille de route électorale. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante, Abbé Apollinaire Malou Malou, qu'il a donc annoncé à la presse. On l'écoute au micro de Mariam Boya. Nous avons abordé le processus électoral, voir où est-ce que nous en sommes avec la préparation des élections urbaines, municipales et locales. Ici, là, je crois, nous avions déjà reçu l'invitation de l'Assemblée nationale et qu'à cette occasion, et l'opinion nationale, l'opinion internationale pourra découvrir réellement quelles sont les options fondamentales que nous voulons soumettre à l'examen du Parlement, parce que les options levées ont une incidence sur le calendrier. En début février, ou bien tout juste après la session extraordinaire, nous aurons une réunion du comité de partenariat qui réunit chaque fois le gouvernement et les partenaires qui soutiennent le processus électoral pour faire le point. Le chef d'État, membre de la CIRGEL, ont pris acte de la dissolution du mouvement du 23 mars comme groupe armé. Ils ont réitéré leur engagement à travailler ensemble pour le retour effectif de la paix dans la sous-région. C'est ce qui donc ressort de la déclaration finale du sommet tenu à Luanda, capitale de la République d'Angola. Le document est donc rendu public, bien sûr, par le professeur
Toumba-Loaba, qui est donc secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale. Suivez. Sur la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs. La situation sécuritaire en République démocratique du Congo, RDC. Exprimer nos remerciements pour l'appui apporté au FARDC par la MONUSCO pour défaire le M23 et au vu des menaces croissantes posées par d'autres forces négatives. Après la défaite du M23, exhortons la MONUSCO à intensifier urgemment ses opérations pour éradiquer les FDLR, ADF ainsi que toutes les autres forces négatives opérant dans l'est de la RDC, considérant que leurs activités menacent non seulement la sécurité de la RDC, mais également de la région des Grands Lacs. Le 5e sommet ordinaire de la conférence internationale sur la région de Grands Lacs a été sanctionné par une déclaration finale lue par le secrétaire exécutif de la CIRGL, Toumba-Loaba. Ont pris part aux assises de Luanda 6 chefs d'État respectivement de l'Angola, pays hôte, Edouard Dos Santos, de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, de l'Ouganda, Yoweri Museveni, du Kenya, Uhuru Kenyatta, du Rwanda, Paul Kagame et de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma en tant qu'invité d'honneur. Le sommet a planché sur l'examen de l'état de mise en œuvre du pacte de sécurité, de la stabilité et du développement dans la région de Grands Lacs. Les chefs d'État et de gouvernement de la CIRGL se sont également préoccupés de la récente flambée de violence et de l'aggravation de la situation sécuritaire et humanitaire au Sud-Soudan et en République centrafricaine, situation ayant entraîné des morts, des déplacements et la perturbation des moyens de subsistance des milliers de personnes. Le 5e sommet ordinaire de la CIRGL a notamment recommandé l'engagement à poursuivre la mise en œuvre de l'accord cadre sur la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région de Grands Lacs. Les États membres ont été exhortés à respecter l'esprit et la lettre du protocole de non-agression et de défense mutuelle qui interdit aux États membres de soutenir les forces négatives opérant dans les pays voisins. Le sommet a aussi recommandé d'instruire le Centre conjoint de fusion de renseignement à fournir des informations sur le lien existant entre la force négative ADF et le groupe terroriste Al-Shabaab dans leur prochain rapport d'analyser les menaces de terrorisme dans la région de Grands Lacs en consultation avec les États membres et de proposer des voies et moyens en vue de les combattre efficacement. Au sujet de la situation sécuritaire en RCA et au Sud-Soudan, le sommet a notamment exhorté l'Union africaine et ses partenaires à renforcer la mission pour la stabilisation de la RCA en lui fournissant des ressources et l'appui logistique en vue de lui permettre d'accomplir son mandat et aussi de féliciter les États membres qui ont contribué aux troupes de la MISCA. La semaine qui s'achève a été donc marquée par les commémorations de nos héros nationaux. Il s'agit de Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. D'abord, les hommages ont été rendus le 17 janvier dernier à Patrice Emery Lumumba à l'occasion de 53 ans de sa disparition. En l'absence du chef de l'État, le président de l'Assemblée nationale a donc présidé la cérémonie à Limete. Membres du gouvernement et sa famille biologique, mais aussi des anonymes, étaient venus nombreux rendre hommage à cet homme qui a trouvé la mort pour le seul motif qu'il a osé s'opposer à la recolonisation du pays. Jemima Mogo et Cédric Kidimbo. 53 ans après la mort de Patrice Emery Lumumba, ils sont encore venus nombreux comme l'année dernière au pied du monument érigé en sa mémoire pour lui rendre un hommage. Tôt ce matin, pendant que la musique traditionnelle de sa tribu jouait, les membres de la famille biologique, les membres du gouvernement, le président de l'Assemblée nationale et du Sénat, les autorités tant civiles que militaires du pays, ainsi que la population ont tous répondu présents, chacun avec sa gerbe de fleurs, pour exprimer leur considération vis-à-vis de ce père de l'indépendance. Les témoignages recueillis indiquent que les Congolais gardent un bon souvenir de Patrice Emery Lumumba. La célébration du 53e anniversaire de la mort du héros national est une occasion pour tous les Congolais de méditer et d'intérioriser la pensée politique de cet homme qui a consacré sa vie à lutter pour l'autodétermination du pays.
Et la veille, la même cérémonie a été organisée en mémoire de Laurent Désiré Kabila, mort il y a donc de cela 13 ans. Son combat, mieux sa lutte, doit continuer, a donc insisté le président de l'Église du Christ au Congo, Monseigneur Marini Bodo. Plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État, avaient assisté à ce culte d'action de grâce organisé par la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila, cité en la cathédrale du centenaire à Lingwala. Thierry Kassongo Muyumba et Blanchard Kandolo pour le reportage. 4745 jours, soit 13 longues années, depuis que mouraient les soldats du peuple, Mzee Laurent Désiré Kabila. Reconnaissant de sa longue lutte qui l'a mené jusqu'au sacrifice suprême pour son pays, la population congolaise s'est souvenue de l'ancien président de la République à travers ses cultes d'action de grâce célébrés par Monseigneur Marini Bodo. L'assistance a voulu dire merci à Dieu pour le repos de son âme. Des officiels aux côtés des forces vives de la nation, sous l'impulsion du président de l'Assemblée nationale, représentant personnel du chef de l'État. L'office religieux a l'air d'une messe politique. L'officiant du jour exhorte le peuple congolais à l'amour de la patrie, comme ce fut le cas de Joseph Kasavubu, Joseph Désiré Mobutu et Mzee Laurent Désiré Kabila. Qu'est-ce que vous avez retenu de Laurent Désiré Kabila, qui avait plusieurs temps en cachette, quelque part dans l'esprit et pour sortir pour un certain temps. Pasteur Théodore Mougalou a, au nom de la famille biologique de Mzee, fait la lecture de 13 premiers messages écrits par différentes personnalités dans les livres d'or à l'occasion de cette date du 16 janvier. Il a par ailleurs révélé le sens de ces cultes. La mort est douloureuse, mais plus douloureuse que la mort, c'est cette douleur subconsciente que nous ressentons continuellement dans l'âme lorsque nous perdons un bien-aimé dans des circonstances tragiques. Selon Lamentation 3, versets 17 à 23, la douleur est alors véritablement douloureuse. Mais hélas, la mort, c'est notre destin à tous. La séparation brutale et précipitée de Mzee Laurent Désiré Kabila ne laisse pas son peuple indifférent. D'autres manifestations sont organisées à travers le pays en mémoire du libérateur de la RDC. Et la communauté nationale s'est souvenue de Laurent Désiré Kabila, les tombeurs de Mobutu, stoppé dans sa dynamique d'imposer une autre manière de conduire le pays par un lâche assassinant. Laurent Désiré Kabila aura donc laissé une tache indélébile dans la mémoire des Congolais. Mzee est-il encore mort? Voilà la question à laquelle votre rédaction tente de répondre à travers ce commentaire. 3 ans, 7 mois et 29 jours, voilà le temps que le destin a accordé à Laurent Désiré Kabila pour trôner à la tête de la République démocratique du Congo. Ce vaillant soldat du peuple, après une longue marche l'ayant permis de réaliser le grand coup de son combat politique, celui de chasser le dictateur Mobutu. Il a été stoppé dans sa dynamique d'imposer une autre manière de conduire la chose publique par un lâche assassinat perpétré le 16 janvier 2001. Les Congolais se souviennent encore de ces jours-là et s'en souviennent encore plus ce jeudi, à ce 13e anniversaire de sa mort. Bien plus qu'un instant de se rappeler de la mémoire de celui qui porte désormais l'étoffe de héros national. Le 16 janvier devrait être pour les Congolais cette occasion de s'arrêter et de vérifier la teneur du sentiment patriotique. Car tout peut être dit sur ce nationaliste qui, alors jeune, s'est engagé dans une vie de maquisard depuis 1960 aux premières heures de l'accession de la RDC à sa souveraineté internationale. D'aucuns n'ont retenu qu'à son arrivée au pouvoir, Laurent Désiré Kabila a emprisonné certains de ses opposants. Il a relégué d'autres villages, à l'instar de Tiens Tshisekedi. Il a suspendu les activités des partis politiques sur l'ensemble du territoire national. Il a nommé les députés nationaux
qui devrait pourtant être le représentant du peuple. Il avait les tempéraments d'un va-t-en-guerre et d'un intransigeant, ainsi de suite. Mais rares sont les personnes aujourd'hui qui peuvent remettre en cause les énergies patriotiques que d'engager ce natif du Katanga. De Mzee Laurent Désiré Kabila, il garde ses constants appels à l'autoprise en charge. Plus qu'une maxime, c'était une potion magique qui s'éclatait déjà en force matérielle à travers notamment le service national, les cantines populaires, le volontariat des jeunes pour la défense de la nation, alors menacés par des rébellions inspirées de l'extérieur par la coalition rwando-ougando-burundaise. Les habitants de Tchangou barrant la route à toute une rébellion armée. Voilà ce qu'a été le Congo démocratique sous les tombeurs de Mobutu. Tout se faisait petit à petit possible avec la volonté et la communion d'un peuple avec ses dirigeants. Où en sommes-nous aujourd'hui? Nous évite-t-il encore dans les comportements des uns et des autres, ou c'est le contraire? Où est donc passé le courage de cette jeunesse qui jadis était prête à tout pour la défense de la République? Où est passé le service national? La latitude de répondre à toutes ces interrogations est laissée à chacun des Congolais. Pour le reste, c'est un salve d'applaudissements qu'il faut faire de l'après-Laurent Désiré Kabila en termes démocratiques. Aujourd'hui, les noms des partis politiques débordent les registres du ministère de l'Intérieur. Les élections au niveau national ont respecté déjà 2 cycles, 2006 et 2011, malgré les arriérés d'autres scrutins. Mais dans tous les niveaux, les efforts restent encore à déployer. Et en plus bref, le tribunal de paix de Matete a prononcé la levée de la mesure de saisie des véhicules destinés aux professeurs d'université à Kinshasa. Ces véhicules avaient été saisis suite à un contentieux entre l'association des professeurs de l'université de Kinshasa à Pékin et le conseil des professeurs d'université du Congo, CEPUC, une autre association des professeurs. Ces derniers accusaient la Pékin de partialité dans la distribution de ces véhicules. Après un procès qui aura duré près d'une année, le tribunal de paix de Matete a donc donné raison à la Pékin dans l'affaire des véhicules commandés par cette association depuis 2010 au nom des professeurs congolais et des professeurs nouvellement nommés qui ne se retrouvaient pas dans cette liste de distribution exigée d'y figurer. Le budget alloué au secteur de l'éducation ne cadre pas avec l'objectif ou les objectifs présentés par le chef de l'État dans le cadre de sa politique de son 2e mandat. Il est loin de refléter l'image d'un Congo émergent. Devant toutes ces incohérences, la Lizadel dénonce avec la dernière énergie ce qu'elle considère comme une volonté de maintenir le pays dans le sous-développement. Son président du conseil d'administration l'a dit mercredi dernier au cours d'un point de presse. Je vous propose un extrait de son allocution choisi par Nadine Laing. La Lizadel dénonce avec véhémence le faible taux de pourcentage des fonds alloués au secteur de l'éducation, soit 17% en 2014 contre 15% en 2013, ce qui va laisser encore les nombreux enfants déscolarisés dans nos familles, des enfants renvoyés de l'école faute de paiement des frais scolaires, des professeurs sous-qualifiés. La Lizadel appelle le Parlement, en sa qualité de l'autorité budgétaire, à relever à 30% le budget alloué à l'éducation pour permettre l'accès, le maintien des enfants à l'école, le relèvement du niveau des enseignants et alors espérer l'émergence effective de la RDC en 2030 et atteindre les objectifs du millénaire pour le développement fixés en 2015. La Lizadel appelle au sens élevé de les chefs de l'État à conditionner la publication de la loi budgétaire 2014 au relèvement des fonds alloués à l'éducation. Et voilà qui termine cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir reçus chez vous et bonne suite des programmes sur la télé républicaine Télé 7. Au revoir.
complot était déjà fait. Les plans étaient déjà établis. C'est d'imposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. L'éclatement du Congo, c'est demain. Nous devons marcher à fond, même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Le Congo restera un et indivisible. Puis de complot visant sa déstabilisation et sa balkanisation. La République démocratique du Congo demeure unie dans ses frontières de 1960.